e-commerce avec Thierry Desforges qui va nous présenter justement comment un outil créateur de liens entre producteurs et citadins a pu être créé par monpotager.com. Merci, Thierry, bonjour à tous. Présenter. Bonjour, donc, je m'appelle Thierry, j'ai 35 ans, je suis agriculteur et entrepreneur depuis maintenant 2 ans et demi. Je vais vous parler de potager, en fait, d'outil monpotager.com, ou comment est-ce qu'on a créé un outil qui permet de faire de l'agriculture urbaine ouverte à tous. Donc voilà, je vais vous parler de potager, je vais vous parler surtout de monpotager.com. Alors, on l'a dit depuis ce matin, j'enfonce des portes ouvertes, mais 4 Français sur 5 vivent en ville. Alors c'est vrai en France, mais l'UNESCO dit que c'est la tendance 2050. On sera 80% des citadins dans le monde entier. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on vit en ville ? Pourquoi il y a eu de l'exode rural depuis des générations ? D'abord parce qu'en ville, il y a du boulot. Simplement, c'est bête à dire. Mais la preuve, c'est que le siège d'Astrador est à Paris, alors que finalement, on sait que la plupart des activités se passent plutôt dans des zones rurales. Donc la ville concentre l'emploi. C'est pour ça qu'on va en ville. Mais pas que. Alors du coup, autour de ça, c'est concentré aussi tout un tas de services. Alors, en ville, il y a beaucoup de loisirs. Du cinéma, des restos, des théâtres, de la musique, des boîtes de nuit. Mais bon, c'est vrai que côté potager, c'est un petit peu maigre. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives, on en parle depuis ce matin, pour verdir les villes, qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent en ville, qui donnent la conscience. Alors il y a une conscience politique d'une part, il y a une volonté de faire mieux, de faire du différent. Il y a le réchauffement climatique qui fait prendre conscience à tous que chacun peut peut-être faire un petit quelque chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas, toutes les initiatives mises bout à bout ne permettront pas de nourrir la population, c'est évident. Et d'abord, on le voit depuis ce matin, moi j'entends, on tourne avec souvent toutes les initiatives, une dizaine d'espèces, alors ça peut aller un petit peu plus loin, mais qui reviennent quand même régulièrement. C'est des espèces à haute valeur ajoutée, des fraises, des aromatiques. Alors, si on va dans les aromatiques, on peut faire plein d'espèces, mais et puis beaucoup de fleurissements, beaucoup de végétaux d'ornement. Mais c'est pas avec ça qu'on va manger, parce qu'aujourd'hui, quand même, le végétal le plus consommé, ça doit être la pomme de terre, je crois, si je m'abuse. Et que depuis ce matin, j'ai pas entendu parler d'un seul plant de pommes de terre, parce que tout simplement, c'est impossible de produire des pommes de terre en ville. Enfin, où ça me semble assez délicat, en tout cas à grande échelle. Donc c'est vrai que j'avais relevé qu'à Paris, en 2020, il y aura 100 hectares de toits, murs et façades végétalisés. Donc c'est une information de la ville de Paris qui a été d'ailleurs redite tout à l'heure en début d'interview, de présentation, dont un tiers seront consacrés à la production de fruits et légumes. Alors moi je fais un petit calcul, ça fait 2800 personnes qui pourraient être fournies en fruits et légumes 100% locaux, c'est 0,1% de la population. Donc je pense que l'objectif, c'est clair que c'est pas de nourrir la population, mais c'est vraiment de sensibiliser les gens. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur monpotager.com, il y a 10 ans avant de créer le site internet, j'ai fait pas mal de recherches anthropologiques et je me suis posé la question suivante, c'est quel est le rôle du potager au final ? À quoi ça sert un potager ? Et pourquoi il y a eu des potagers depuis tout le temps ? Pourquoi on faisait du jardinage à la maison ? Eh bien, curieusement, mais depuis des générations et des décennies, le potager a principalement un rôle social. Alimentaire, bien sûr, mais social. Donc on fait du potager aussi pour garantir sa place sociale. Et plus on avait une place sociale haute dans la société, plus on avait d'ornements dans le potager. Donc plus l'ornement prenait la place. Et on voit bien, vu le niveau de vie, par exemple à Paris, l'ornement prend beaucoup de place. D'ailleurs, les ratios sont à peu près là. Donc il y a un vrai rôle social du potager. Et moi, c'est ce que je voulais recréer, c'est-à-dire de se dire que 80% de la population, finalement, n'a plus accès à ce rôle social du potager. Alors on va dire 80% moins quelques pourcents de gens qui sont touchés par toutes les initiatives qui peuvent être mises en place.
Moi je me disais peut-être qu'on peut trouver un système qui va recréer ce lien social, recréer en fait le potager accessible à tous, et puis aussi de recréer le lien avec les producteurs, parce que finalement quand on habite en ville, on se sent, et comme je suis moi-même producteur en ville, parce qu'on est dans une ville de 7000 habitants à 45 km de Paris, on se sent tellement loin des citadins que voilà, on avait vraiment envie de recréer ce lien. Donc manger des légumes en ville, il y a plusieurs possibilités. Alors, je crois on peut soit faire faire ces légumes, soit par des paysagistes, soit par des jardins automatiques. On voit quelques initiatives où tout se fait tout seul. Peut-être 2050 dans mon appart. Ou alors chez Beau Papa. Peut-être que Beau Papa veut bien faire nos légumes pour nous, ça peut être sympa. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui est évidemment la plus présente, c'est le commerce, c'est d'aller faire ses courses au supermarché ou de travailler avec des pure players, des gens qui font des paniers ou qui font de la vente, je pense à monmarché.fr ou des gens comme ça, tout en un clic ou presque. Il y a des AMAP avec un engagement associatif, un engagement plus politique. Et puis il y a les marchés traditionnels les marchés ça fonctionne plutôt bien, avec le problème de l'origine sur les marchés. Il y a les producteurs, mais moi je travaille beaucoup avec des producteurs qui me disent vous savez, quand on va acheter des produits chez un producteur sur un marché, suivant les périodes de l'année, tout vient pas forcément de chez lui, et c'est assez flou, c'est assez peu lisible. Et alors là on ne parle que des producteurs, mais si évidemment on va acheter chez d'autres marchands, c'est encore plus délicat. Donc ça c'est les avantages et les inconvénients. Et puis la vente directe, c'est moins cher, on a une plus grande transparence, mais c'est aussi plus contraignant, il faut se déplacer. Alors quand on habite en plein milieu de Paris, le premier producteur, il est peut-être à 25 minutes quand ça roule bien, ça va être sur le plateau de Saclay, et puis 2 heures quand ça roule mal. Et puis il y a le do-it-yourself. Alors ça c'est ce dont on parle depuis ce matin, faire soi-même. Donc il y a plusieurs possibilités, les balcons, les terrasses, avec des bonnes chances de résultats. Il y a les jardins ouvriers, ex-jardins ouvriers, jardins collaboratifs, avec de plus en plus d'initiatives, la volonté aussi de reconvertir du foncier pour ces espaces qui sont des vrais espaces de partage, où on essaye de recréer le fameux rôle social du potager dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi, alors il y a les maisons de campagne aussi pour les plus fortunés. J'irai revoir ma Normandie. Et puis le potager connecté. Donc le potager connecté, c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Donc c'est le pari que nous on a fait, c'était de dire on va recréer pour tous les citadins qui veulent le faire la possibilité d'avoir leur propre potager, donc de s'approprier un espace chez des producteurs locaux et de cultiver en ligne une parcelle de potager, de regarder ce qui se passe, parce qu'on suit en fait tout au long de la production le cycle du légume et des fruits et des légumes, jusqu'à la récolte. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'était aussi d'avoir une espèce de vulgarisation des pratiques, parce que c'est vrai que quand on est citadin, on parle beaucoup alors pour vous, tout ce qui est ici, la technique, c'est assez clair. Bon, pour un citadin, c'est pas toujours si clair. Or, le principal problème de l'approvisionnement, de l'achat des fruits et légumes, ou du sentiment de manque de transparence, c'est l'absence de lisibilité, quoi. C'est que finalement, les gens sont complètement perdus aujourd'hui, ils ne savent même plus la différence entre un produit bio, raisonné, et j'en passe. Il y a des tonnes de labels qui sont créés, on ne sait plus trop où on navigue. Et moi, je pense que la meilleure manière de donner de la lisibilité, c'est de dire ce qui se passe, c'est de dire ce qu'on fait étape par étape. Voilà, il y a tel problème, on fait ça, il y a tel problème, où on anticipe les problèmes, etc. Et pour manger des légumes en ville, pour moi, il y a 2 axes principaux. C'est l'accessibilité, donc avec des axes d'accessibilité, des facteurs positifs et négatifs. Le facteur négatif d'accessibilité, c'est le prix, la distance.
l'accessibilité positive, c'est la compétitivité, des produits pas chers, de la livraison à domicile, ou enfin, les points de vente, c'est éventuellement du dumping, comme on peut retrouver dans les grandes surfaces. Hein. On vous attire avec un prix. Moi, j'étais assez effaré par des pubs de Leclerc, par exemple, qui disent venez, chez nous, les tomates sont à 60 centimes le kilo. Bon, c'est un coût de production de tomates, c'est juste pas possible d'être à 60 centimes le kilo. Donc c'est vraiment pour faire du dumping. Et le problème, c'est que ça tue des activités agricoles derrière. Et l'autre facteur d'achat, c'est l'interactivité. Est-ce que j'ai une forte interactivité avec le produit? Donc beaucoup de traçabilité, de transparence. Est-ce que je suis impliqué dans la culture du produit? C'est quand on fait soi-même, le DIY, c'est beaucoup d'implication. Et puis l'interactivité négative, c'est l'image du produit, c'est le risque, le facteur de risque sanitaire, etc. Et puis le mass market, tout ce qui est mass market, c'est quand même des facteurs d'interactivité très négatifs. Donc en fait, voilà, j'ai placé évidemment accessibilité, très forte accessibilité, coût faible, etc. C'est ce qu'on retrouve dans la grande distribution, des produits d'accroche. Avec des facteurs d'interactivité négatifs très forts, mass market, problème de qualité, problème d'origine, etc. À l'opposé de ça, on va voir la cueillette ou le potager fait soi-même, le jardin à domicile. Entre les deux, mais avec une accessibilité relativement lointaine, c'est qu'on va avoir des AMAP ou des systèmes équivalents qui sont relativement chers, qui sont implicatifs sur la partie, puisqu'on appartient à une association, on donne du temps, etc., mais moins sur le choix des produits. C'est d'ailleurs ce dont les gens se plaignaient. Mais on se rend compte que ici, avec une forte implication et puis une bonne accessibilité, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est un petit peu là que nous, on voulait aller, c'est donner de la transparence, impliquer les gens, leur donner une bonne accessibilité aux produits, donc un coût qui soit raisonnable, et puis qu'ils puissent avoir les produits pas très loin de chez eux. Voilà. Donc des potagers connectés, pourquoi? Alors, j'ai déjà répondu un petit peu à la question, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'était une enquête qu'on a faite juste avant de créer, donc c'était en 2013. Donc pour comment? On avait fait ça en Ile-de-France. 12% des personnes interrogées, sur 400 personnes interrogées, disaient qu'ils avaient une propre culture de fruits et légumes. Alors ça peut être ceux qui ont quelque chose sur leur balcon, c'était en 2013, ceux qui ont quelque chose sur leur balcon ou ceux qui ont un vrai jardin à la campagne. Est-ce qu'elle a une vocation alimentaire? Oui, pour la plupart des gens. Quels sont pour vous les principaux avantages d'une culture personnelle? Donc là, on retrouve des mots-clés, la qualité, le plaisir, l'écologie, l'accomplissement, le coût, et puis le choix des produits. Mais on voit quand même que qualité et plaisir, donc c'est plaisir de faire soi-même, et pourquoi? Parce que finalement, je n'ai pas confiance dans les produits que j'achète. Donc la qualité, je pense qu'elle sera meilleure si je la fais chez moi. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent un potager? On avait fait une petite recherche sémantique. Donc pourquoi s'impliquer personnellement dans la culture? C'est très important. Mais principalement obtenir des bons produits et de faire différemment. Voilà, les gens veulent faire différemment. Alors c'est aussi peut-être l'esprit de la modernité. On a envie de changer de temps en temps régulièrement les pratiques. Mais toujours est-il que quand on leur a posé la question, est-ce que pour vous, ça serait intéressant d'avoir une parcelle de potager cultivée chez un producteur local en ligne, la réponse a été oui à 75%. C'est aussi pour ça qu'on a démarré ce projet, parce qu'il semblait qu'il y avait vraiment un intérêt fort par les populations urbaines d'avoir quelque chose qui soit alternatif, qui soit pas trop contraignant et qui leur permette finalement de créer du lien avec les producteurs. Donc c'est monpotager.com, c'est 45 000 m² cultivés depuis 2013. Donc les valeurs de l'entreprise, l'entreprise, c'est cultiver ses propres légumes en ligne chez des producteurs locaux, les observer pousser et puis les recevoir à côté de chez soi une fois qu'ils sont mûrs à point. Donc les valeurs de l'entreprise, c'est une approche pédagogique. Vraiment envie de transmettre du savoir-faire. Je l'ai dit en introduction, mais moi je suis agriculteur, j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose aux citadins, puisque j'ai vécu pas mal de temps en ville aussi, et j'avais l'impression que pour les citadins, le métier d'agriculteur, finalement, c'est pas si clair que ça.
Et puis c'est une agriculture vertueuse. Et l'agriculture vertueuse, c'est pour moi l'implication la plus forte des producteurs pour faire mieux, pour faire propre, pour faire sain. Et les agriculteurs sont vraiment en demande, tous autant qu'ils sont, de faire mieux. Et nous, on travaille avec une trentaine de producteurs aujourd'hui qui sont tous impliqués dans des démarches de production raisonnées, qui, même pour la plupart, dans la plupart des cas, n'utilisent aucun produit de contrôle des nuisibles. Je pense par exemple, j'ai des producteurs de rhubarbe. Bon, la rhubarbe, c'est une culture qui est assez rustique. Bah, évidemment, ils n'apportent rien. La culture, elle pousse toute seule. Bon, il y a des cultures qui sont beaucoup plus sensibles. Il faut apporter de l'engrais, bien sûr, mais sous forme organique, ça fonctionne bien. Des cultures plus sensibles, la carotte, quand on a de la mouche de la carotte, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est quand on est sur des tout petits espaces, on y arrive. Quand on est sur des plus grands espaces, c'est plus compliqué. Voilà. Donc le business model, c'est un cercle vertueux. C'est commencer, on loue ou on agrandit son propre potager en ligne chez des producteurs. On interagit avec son lopin de terre. Ce qu'on apporte, c'est de l'innovation dans le domaine de l'alimentation interactive. Il y a derrière beaucoup de marketing cognitif. On apporte aussi de la gamification, c'est-à-dire qu'il y a un système de troc en fait, où on peut échanger. Si on a planté trop de pommes de terre ou trop de tomates, on peut échanger ces tomates contre de la monnaie virtuelle qui sont les patates et qui permettent d'acheter d'autres légumes sur la place de marché. Donc voilà, il y a un petit peu de jeu derrière tout ça, de l'implication, ça permet de rentrer aussi dans une communauté. Et puis ça permet de vivre une expérience unique et partagée dans le domaine du goût, de la qualité, avec un petit peu de jeu derrière. Donc il faut savoir quand même que le marché des fruits et légumes en France, c'est 15 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est très important. Les circuits courts dans ce marché-là représentent 7%. Et alors dans les circuits courts, on va intégrer tout ce qui est donc vente directe par les producteurs, mais tout ce qui est vente aussi sur les marchés, puisque les circuits courts, c'est lorsqu'on a au maximum un intervenant entre le consommateur et le producteur. Donc il suffit qu'il y en ait un, ça fait quand même un circuit court, mais voilà, ça ouvre quand même pas mal le marché. Moi, ma lisibilité de ce marché-là, c'est que d'ici 2020, on approchera les 20% de circuits courts. Parce que toutes les filières sont en train de s'organiser aussi pour rentrer dans ces circuits courts. Parce que aussi, derrière circuits courts, derrière tout ça, on a bien compris depuis ce matin qu'il y a quand même aussi beaucoup de marketing. Et que dans les aspects marketing, c'est la manière dont on communique. Mais finalement, le consommateur, s'il s'y retrouve parce qu'il a plus de lisibilité et qu'il comprend mieux en fait, le schéma d'approvisionnement de son produit, c'est la filière. Et puis en général, quand on a un seul intervenant, on a plus tendance à être pas très loin quand même géographiquement. Voilà, donc nous, on a deux marchés principaux ou deux cibles principales. Ce sont les locavores, tous les citadins qui se posent la question de manger plus local. Et d'autre part, c'est les restaurateurs, puisqu'on a un réseau de producteurs-restaurateurs locaux et qu'il y a de plus en plus de restaurateurs qui se posent la question de leur approvisionnement. Donc certains, alors les plus évolués, essayent de produire même eux-mêmes sur le toit quand ils peuvent. Bon, ça reste des petits volumes sur des espèces un petit peu particulières. Il y a même, je crois, il me semble que c'est Alain Ducasse, je crois, qui a ses propres fermes un petit peu partout, qui fait ses productions en Normandie et dans des terrains spécifiques. Mais il y a au-delà de ça des plus petits restaurateurs sur des budgets plus limités, du plat du jour entre 10 et 15 euros, qui ont besoin aussi, qui ont envie d'offrir quelque chose de différent et qui ont besoin de solutions. Donc là, on leur apporte notre réseau de producteurs, notre schéma logistique, et ces gens-là, ils représentent 30% de notre activité. Voilà, donc notre ambition, c'est de couvrir, c'est un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros fin 2019 pour essayer de couvrir 50% de la population. Donc 50% de la population, vu le petit calcul que j'ai fait tout à l'heure, 80% de la population habite en ville avec des gros pôles urbains en France. Donc aujourd'hui, on est présent à Lyon et à Paris. Cette année, on va s'exporter à Lille, à Nantes, à Bordeaux, Toulouse, et on aura déjà fait pas mal de boulot. Et puis petit à petit, on va essayer d'exporter notre concept. Voilà, donc
Ce qui est important, c'est pour moi, enfin, je conclurai là-dessus, mais c'est de mettre. Alors évidemment, on prévoit de grossir quand même beaucoup. Là, on fait une belle année. On prévoit de grossir encore beaucoup ces prochaines années. Mais c'est de mettre l'humain au cœur de nos projets, quoi. Donc, et je pense que c'est vraiment important quand on parle de végétal. C'est que je pense que ce qui nous attache tous, et pourquoi est-ce que vous êtes des entrepreneurs du paysage ou que vous aimez le végétal, c'est parce qu'il y a une sensibilité très forte et que la tâche, moi ce que j'ai trouvé, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu agricole, c'est que tous les gens qui sont dans l'agriculture ont une forte sensibilité. Ou dans le paysage, où c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de sensibilité et qui ont envie de faire mieux pour les gens qui les entourent, mieux pour leur environnement, mieux pour la terre et mieux pour la terre au sens large avec un grand T, et donc mieux pour les autres. Et c'est aussi ce qu'on veut chez nous, c'est d'offrir cette possibilité à la fois à nos collaborateurs, mais aussi à nos clients, de vivre ensemble une belle aventure et de partager ces résultats. Ok, merci pour ces idées de réflexion, puis cet exemple de lien producteur-consommateur. Questions, 5 minutes de questions. Une première. Devant. Oui, Philippe Morel. Donc, j'ai pas tout à fait compris comment s'établissait le lien formel entre le consommateur, enfin le consommateur finalement le jardinier un peu virtuel, et le réel producteur, enfin celui qui était dans le champ à cultiver. En fait, ça c'est le premier lien. Puis le lien finalement entre la plante, enfin les plantes qui sont en culture, et ce même jardinier virtuel, quoi. Alors en fait, le jardinier virtuel va créer sa propre parcelle sur le site internet. Donc dans cette propre parcelle, il va avoir plusieurs possibilités entre 15 et 150 mètres carrés. Donc il va choisir la taille de sa parcelle en fonction de ses besoins. On donne quelques indications à ce sujet-là. Et ensuite, il va choisir ses espèces. Et chaque espèce est reliée à un producteur. C'est-à-dire que on a un réseau de producteurs. Tel producteur qui est situé, à Tremblay en France, fait des fraises, des framboises, va faire des fruits rouges par exemple. Toute la gamme de fruits rouges qu'on va proposer va être faite chez ce producteur. Si par exemple le client est situé dans cette zone. S'il est situé dans une autre zone, il sera relié à un autre producteur avec d'autres espèces ou les mêmes espèces. Voilà, donc on a un réseau de producteurs et un réseau de clients. Et en fait, et puis une offre de production, et on met en lien en fait chaque mètre carré produit sur le site avec le producteur qui est en face. Mais le jardinier virtuel ne voit pas croître ses plantes. Par exemple, il n'y a pas de caméra de webcam, de choses comme ça. On n'a pas de caméra sur chaque plante. Par contre, on prend des photos. Alors toutes les semaines, pas de toutes les espèces, mais on prend au moins une photo par mois de chaque espèce. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on communique des informations sur le cycle de la plante, sur qu'est-ce qui s'est passé. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, on explique, quand on a des levées de dicotylédones, on explique quels dicotylédones on levé, pourquoi, comment est-ce qu'on peut les gérer, est-ce que c'est pénalisant pour la plante ou est-ce que ça ne pose pas de problème pour la plante. On essaie vraiment de faire de la vulgarisation. Et en fait, je pense que j'imagine que c'est peut-être pour ça que j'ai été invité aujourd'hui, mais c'est pour dire que finalement, toutes les initiatives qui sont portées, que je vois aujourd'hui autour beaucoup de l'agriculture urbaine, nous, on est un petit peu la porte d'entrée, c'est-à-dire que les gens commencent à mettre un pied dedans, ça ne coûte pas très cher, c'est peu d'investissement, et en plus, on reçoit des produits en quantité suffisante, pas beaucoup plus cher que si on allait au supermarché, sauf que c'est les nôtres, que ça vient de l'agriculture locale. Et puis demain, peut-être ça peut donner aussi envie de faire quelque chose chez soi, soi-même, de toucher, puisque en fait, voilà, comme on véhicule des savoir-faire, ça crée des vocations. Une autre question ? Oui, à nouveau une Piniergy qui est à côté de Guérande. Est-ce qu'en fait c'est une forme d'AMAP que vous avez? Parce que les producteurs que vous allez trouver pour mettre en relation avec ces internautes, ce sont des producteurs qui sont destinés à la production de petits volumes, de petites quantités. C'est pas des maraîchers, c'est pas de la production de gros volumes.
comment est-ce que vous les sélectionnez en fait Si, et nous, enfin, en fait, on choisit nos producteurs. La clé d'entrée principale pour choisir un producteur, c'est est-ce qu'il est engagé, oui ou non, dans les démarches d'agriculture. Alors, c'est même pas d'agriculture raisonnée, mais c'est des démarches HVE, agriculture à haute valeur environnementale. Or, en fait, pour se lancer dans une démarche d'agriculture à haute valeur environnementale, c'est un coût puisque c'est de la certification. Et du coup, c'est des producteurs qui sont des producteurs professionnels. On n'a pas de producteurs non professionnels. Pour une raison très simple, qui a été évoquée ce matin, c'est pour les problèmes de traçabilité et les problèmes de normes. Donc, je comprends bien, à part pour les restaurateurs, vous êtes comme un genre de distributeur. Vous êtes un nouveau genre de distributeur, donc vous êtes un distributeur entre le fermier et le citoyen, ce qui n'existe pas. Parce que les distributeurs, en général, c'est pour les grandes chaînes. Est-ce que je comprends bien? On est, en fait, dès l'instant où on distribue un produit au consommateur final, on est distributeur, mais finalement comme une AMAP, Oui. Et sur ce point-là, après, effectivement, il y a différentes manières d'aborder ça. C'est vrai qu'on distribue des produits, on a une fonction de distribution, on a une fonction complémentaire qui est plus pédagogique, qui est plus de création de liens. Mais effectivement, on a une fonction de distribution. Vous êtes un distributeur, on pourrait dire 2.0. Ouais. Ma question, est-ce que vous avez une réflexion, parce que là, c'est sur une plateforme web, donc c'est une réflexion sur le fait que beaucoup de personnes, de citoyens et de citoyennes ne sont pas capables d'utiliser ce genre de plateforme. Enfin, il y a plus de difficultés que d'autres. Donc, peut-être que vous allez chercher plus les jeunes, trentaine, quarantaine, et certaines populations, soit ils sont pas à l'aise, ou je sais pas. Alors, on a essayé de. La première chose, c'est que. Quelle on parle moyenne d'âge quelle moyenne d'âge des... Je vais commencer. Le premier élément de réponse, c'est ce qu'on appelle UserX Design. UserX Design, c'est une façon de concevoir des outils web qui permet en fait de se placer à la place de l'utilisateur. Et pourquoi? Parce qu'il faut que pour l'utilisateur, ça soit inné. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on crée un jeu électronique, les meilleurs créateurs de jeux électroniques, les 2 premiers niveaux des jeux électroniques doivent être accessibles par un chat. C'est-à-dire que pour les meilleurs jeux électroniques, vous mettez un chat devant un écran, il doit réussir à gérer les 2 premiers niveaux. Donc vous voyez, c'est un truc qui passe, on arrive à choper, voilà. Bon, l'UX Design, c'est un petit peu ça, c'est de réussir à créer une interface qui soit pour la personne qui est en face, qui soit immédiatement compréhensible, facile à utiliser. Voilà, donc on essaye de faire ça. Après, c'est évident que dans la compréhension, quelque chose qui est complètement digitalisé, même si on a beaucoup de photos, etc., qui recréent le lien avec le produit, pour une population qui commence à partir de la clientèle de mon prédécesseur, on est un petit peu moins présent. Néanmoins, on a à peu près 20% de notre clientèle qui sont des gens qui ont plus de 55 ans. Voilà, donc en fait, on touche quand même toutes les tranches d'âge. Et je vous dirais franchement, mon père passe plus de temps presque sur sa tablette ou sur son ordinateur que moi. Bon, aussi parce qu'il a plus de temps. Mais Dernière question, devant. Après, 2 dernières questions. Juste une question très rapide. Je suis ici. Donc en fait, pour le producteur, ça lui permet de faire une production sur commande dans le cadre d'un jeu un peu interactif et éducatif, ce qui est une très bonne idée. Est-ce que derrière, il y a une meilleure valorisation au niveau de la vente des produits? Alors, pour le deux questions, donc 2 éléments de réponse. La première, c'est, et ça c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais faire au départ, c'est-à-dire c'est un super outil pour faire du trend, c'est-à-dire pour savoir ce qui va se passer dans l'année. Puisqu'on a des gens qui commandent très tôt, donc ça donne en fait des tendances, ça dit les gens cette année, puisqu'on a 70 espèces cultivées, ils ont envie de ça. Bon, en réalité, pour l'instant, on n'a pas le temps d'utiliser ces outils. On a plein de données disponibles dans notre site, mais on n'a pas le temps de les valoriser, notamment auprès des interprofessions, etc. Mais ça viendra. Le deuxième élément de réponse, c'est la valorisation par les producteurs. Moi, je vais vous dire, je ne discute jamais de prix avec un producteur. J'en parlais hier soir avec un intervenant. Pourquoi je ne parle pas de prix avec un producteur? Parce que j'ai besoin de lui autant qu'il a besoin de moi. Moi, je valorise mieux ses produits, donc il me vend un petit peu plus cher, mais en même temps, il ne me vend pas complètement plus cher, parce que s'il me vend trop cher, je n'arriverai plus à valoriser ses produits.
Et on se trouve bien parce que nos clients aiment beaucoup la qualité, donc nous on aime beaucoup la qualité, donc en fait on se retrouve. La vérité c'est que si on compare avec les circuits traditionnels de vente, donc du circuit court au circuit semi-court, on est à peu près on achète 7% plus cher que les autres. Donc les producteurs valorisent mieux chez nous, c'est sûr. Et surtout, ce que ça leur permet, c'est de valoriser des produits à des périodes, des fois, où ils sont plus difficiles, parce que nous, on achète les produits. En fait, c'est pas nous qui achetons les produits, c'est les producteurs qui nous appellent en disant bah, vous avez engagé 1000 m² chez moi, j'ai récolté 300 kilos, il faut les prendre. Bah, nous, on envoie ça à nos clients, ils les prennent. S'ils les veulent pas, on a notre circuit de restaurateurs, et en fait, on arrive toujours à écouler la marchandise. Dernière question, courte, réponse courte, devant, là, ici. Devant, ici. Ce sera la dernière, désolé. Mais après, pendant la pause, les intervenants restent disponibles. Hein. Pas de souci. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, un potager virtuel est réparti chez plusieurs maraîchers en physique, enfin en potager physique. Est-ce que c'est pas compliqué à organiser en termes de logistique? C'est-à-dire, est-ce que chaque maraîcher vous livre sur une plateforme pour après que vous puissiez livrer vos clients, ou est-ce que chaque client va chercher après différemment chez les maraîchers? Ouais, on a une plateforme logistique par ville, ça c'est indispensable puisqu'on travaille en production locale. Et effectivement, on est obligé puisqu'on fait un colis pour chaque client, donc on est obligé de recentraliser. Après, on voulait offrir plus de 70 espèces à nos clients. Et c'est évident que pour atteindre un certain niveau de qualité et une quantité, hein, parce que aujourd'hui on a 1500 clients, mais pour fournir 1500 clients, il faut déjà un petit peu de volume. Il faut des producteurs qui soient semi-spécialisés, on va dire, c'est-à-dire des gens qui sont capables de sortir du volume assez régulièrement, avec un suivi dans les volumes, donc vraiment des organisations. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a nos plateformes, donc soit c'est nous qui faisons la tournée de nos producteurs, soit c'est eux qui nous livrent, ça dépend des accords qu'on a avec eux, mais voilà, on recentralise en fait, et ça aussi, c'est pour limiter les coûts. Hein. Alors on travaille beaucoup avec les carreaux des producteurs. Alors, on travaille bien avec les carreaux des producteurs sur les marchés de gros, donc c'est des producteurs locaux. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où ils viennent, et puis on essaye de privilégier ces gens-là, parce qu'ils sont dans une démarche souvent de qualité qui nous intéresse bien. Et en plus, ils viennent à un seul endroit, nous on récupère un seul endroit, donc ça fait vraiment des dépenses carbone en moins, quoi. Merci, on va s'arrêter là.